Bienvenue dans Speedrun à la loupe, l'émission qui décrypte et analyse les meilleurs speedruns. Aujourd'hui, on embarque pour la seconde run de la chaîne, un autre monument qui a bercé mon enfance et marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Sorti en 1998 sur PlayStation 1, Metal Gear Solid est un jeu d'infiltration développé par Konami. On y incarne Solid Snake, un soldat d'élite envoyé sur une île pour gérer une crise nucléaire. Un groupe de terroristes menace de lancer une ogive. Il faut donc aller sur place et jauger si la menace est véritable ou non, et si oui, les en empêcher. À sa sortie, le jeu a bouleversé les codes en mêlant action, narration, C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue? Vos mains tremblent. et émotion avec une justesse rare. Snake, Non! mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Il abordait des thèmes lourds comme la guerre, l'usage du nucléaire ou l'amour même. Pensez-vous que l'amour peut naître sur un champ de bataille? Ouais. Je crois, oui. L'amour peut frapper n'importe où, n'importe quand. Sans jamais perdre son intensité de gameplay. On évolue sur un terrain de jeu semé d'obstacles. Ennemis, caméras, mines, et toutes sortes de boss exigeants viennent ponctuer cette aventure hors norme du début à la fin. Et c'est ce qui rend la run du jour unique. Speedrunner un tel jeu demande forcément une préparation minutieuse. Connaître chaque zone hostile sur le bout des doigts, enchaîner des prouesses quasi constantes pour éviter les alertes, ou abattre les boss les plus vite possible. En parlant des boss justement, la catégorie choisie c'est la All Bosses, dans laquelle il faut tuer tous les boss. Car dans ma vidéo d'intro, je vous avais raconté ce skip monumental en NI% classique, qui permettait de sauter la moitié du jeu. Pratique sur le papier, mais ce skip court-circuite aussi la plupart des boss du coup, ce qui rend le parcours moins intéressant à suivre globalement. Dans cette catégorie, ce skip étant interdit, ça oblige à combattre tous les boss, et ça la rend plus intéressante. Et celui qui détient le record du monde dans cette dernière, c'est lui. Ça va? Ça va, merci, et vous? Chaud, Il Pazzo qui est record. Il Pazzo, c'est un joueur français hyper investi, non seulement sur MGS, dans lequel il excelle et il a apporté beaucoup dans la communauté, mais aussi sur d'autres jeux divers et variés, qu'il aime speedrunner pour le plaisir. Il s'est lancé récemment sur Oddworld Odyssey d'Abe, et même sur Clair Obscur Expedition 33. Top 1 en NI% All Bosses depuis 7 mois, avec près de 2 minutes d'avance sur le second, cette run est un florilège des meilleures techniques et optimisations en date sur le jeu, exécutées d'une main de maître, vous allez voir. Alors préparez-vous pour une analyse à la loupe des optimisations et prouesses de jeu dans cette run. Et sautez avec moi dans l'archipel de Shadow Moses pour un temps record de 53 minutes et 32 secondes. Une dernière chose, pour l'occasion, j'ai traficoté le jeu pour avoir des angles de vue inédits. Une caméra libre qui m'a permis de me balader et de faire mes captures dans une forme assez unique. J'espère que vous apprécierez. Allez, on peut y aller. Snake, tu t'es abonné à la chaîne, c'est bon? La mission va commencer là. Bien reçu. Allez, que la fête commence. Avant le top départ, rendons à cette musique ce qu'elle mérite. Where'd he go? I heard you.
La run commence d'une façon particulière dans cette première zone, mais il faut avant tout parler d'un élément central dans MGS, le codec. Cette interface, devenue iconique dans la série, joue un rôle crucial dans la partie. Colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Que ça soit pour des infos sur la mission principale, L'ascenseur central semble être le seul moyen de monter. des indices plus ou moins subtils, Dans tous les cas, tu devrais contacter Meryl par codec. Sa fréquence devrait se trouver au dos de la boîte du CD. des retournements scénaristiques, Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir. ou des échanges parfois un peu plus légers. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Cochon qui s'en dédie, docteur. Cet élément emblématique enrichit la narration de bien des Vous ne manières. seriez pas Snake? Vous êtes Solid Snake? Il y en a qui m'appellent comme ça. Et pourtant, le runner est capable de skip ses dialogues. Car il joue à la version PC du jeu. En effet, sur PlayStation 1 à l'époque, les joueurs devaient marteler la touche croix pendant plusieurs minutes pour avancer à travers ces séquences, freinant un peu le rythme par moments, surtout en speedrun. Mais ici, le runner peut donc les skip en un instant, une aubaine. De plus, cette version PC du jeu est très singulière et permet d'accomplir des choses insoupçonnées. Vous allez voir ça très bientôt. Pazzo commence à évoluer dans ce premier lieu qui fait un peu office de tutoriel. On y est forcé d'attendre 2 minutes, le temps que l'ascenseur au fond devienne accessible. Il en profite pour tuer un premier garde rapidement, puis de s'amuser avec l'autre, semble-t-il. Mais en fait, il augmente volontairement son nombre d'alertes en se faisant repérer en boucle par l'ennemi. Comme Amo, qui affichait ses commandes dans Resident Evil, Pazzo affiche aussi des informations supplémentaires dans son interface, notamment son nombre d'alertes déclenchées ou le nombre d'ennemis qu'il a éliminés, qui s'incrémente automatiquement. La raison pour laquelle il augmente ces fameuses alertes, jusqu'à 8 à la fin, ne sera pas révélée tout de suite, mais croyez-moi, c'est le genre de préparation méticuleuse qu'on aime beaucoup en speedrun. Faites-moi confiance. Avant de passer à la suite, il faut aborder un point important, les cinématiques. Celle que vous voyez actuellement est extraite de ma partie, mais n'est pas présente dans la run. Je ne dis pas que le runner l'a skippée, je dis qu'elle est tout simplement absente du jeu. En 2024, il y a à peine quelques mois, un runner est tombé sur cette run datant de 2011. Il a remarqué que certaines scènes étaient tronquées de dialogue, et donc plus rapides. Attends, tire. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer. Quand vous installez un programme sur votre ordinateur, vous êtes peut-être déjà tombé sur ce genre de choix, d'installer classiquement comme il faut, ou peut-être d'installer une version light ou condensée. La communauté MGS a été chamboulée par cette découverte. Il existait depuis tout ce temps une version minimale de MGS sur PC, qui sommeillait là depuis des années. Elle coupe la quasi-totalité des cinématiques et d'innombrables dialogues pendant la partie. C'est bizarre, y a pas de garde. La musique s'est arrêtée. Je vais jeter un coup d'œil. Tiens-toi prêt, ok? Qui ne sont tout simplement pas installés en fait. Résultat, un gain d'environ 2 minutes 30 sur une run classique, c'est énorme. Mais ce gain a un prix. Cette version étant très épurée, les séquences s'enchaînent sans vie, ni mise en scène particulière. C'est parfait pour les runners, me direz-vous. Mais pour les spectateurs, l'expérience peut sembler un peu fade ou susciter l'incompréhension parfois. J'ai donc choisi d'intégrer ici et là quelques cinématiques de notre bonne vieille VF. Ok, je vais vous sortir de là. Juste de quoi poser l'ambiance et recadrer le contexte quand il faut. J'ai oublié. Zut! Parce que la run, elle, file tout droit. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Allez, on peut reprendre.
Une première séquence qui peut sembler anodine, mais en fait très précise vient d'avoir lieu. Ce parcours pour arriver au conduit d'aération là-haut est calibré. Après avoir récupéré les grenades sur le chemin, il faut pivoter légèrement à gauche pour provoquer un décalage réciproque du soldat afin qu'il rate ce shot. Si on file tout droit, on le prend, et c'est pas bon. Ensuite, il va suivre des axes millimétrés, toujours pour esquiver les 2 rafales du soldat suivant. Il utilise en fait des repères visuels au sol. Il sait qu'il doit pivoter juste avant cette ligne, puis repivoter au niveau de celle-là. Sinon... Oui, il y a un vrai travail de recherche derrière quasiment tout dans cette run, rien n'est laissé au hasard. Au passage, le runner équipe directement les grenades ramassées, car Snake court 20% plus vite quand il a une arme équipée. C'est pas négligeable. Pour avoir l'accès au conduit, il faut dégager le soldat qui se trouve devant, s'allonger et s'y engouffrer. Le plus rapide est donc de lui faire une projection quand on s'en approche. Mais j'ai beau la faire le plus rapidement possible, le runner semble toujours être en avance niveau timing. C'est parce qu'en fait, la projection a une animation assez longue qui me bloque un instant, le temps que l'ennemi fasse son vol plané. Sauf que le runner cancel, annule cette animation en faisant une action bien précise. Dans MGS, on peut dégainer ou ranger son arme en une seule touche. Et il se trouve qu'en appuyant juste après une projection, le jeu équipe l'arme et interrompt direct l'animation du lancer. On peut bouger tout de suite, hyper pratique. Il faut donc remettre en perspective ce qu'on a vu avant quand même. Les grenades ramassées ici sont en fait doublement utiles. Utiles pour la run évidemment, mais aussi pour les déséquiper et rééquiper juste derrière, et skip l'animation de projection. Une séquence finalement beaucoup plus optimisée qu'on ne le pense à première vue. Enfin, le runner parvient même à grappiller quelques millisecondes dans le conduit. Simplement grâce à sa manière de se déplacer. C'est imperceptible à l'œil nu mais bien réel. Tout au long de la partie, il va jongler entre 3 méthodes de déplacement. Les flèches directionnelles, le stick analogique, et comme on est sur PC, les flèches du clavier sont aussi disponibles. Les runners les plus expérimentés les utilisent en alternance selon les situations. It's really not though. Nice. It's still fine, but damn, it could have been better. Mais les speedrunners ont remarqué une faille liée au stick analogique. Utilisé à des moments précis, il devient prioritaire absolu sur plein de choses dans le jeu, comme ici. Normalement, quand un appel codec obligatoire survient, le jeu nous fiche sur place pour répondre. Mais dans cette version PC, si vous avancez avec l'analogique, le jeu ne nous arrête pas en fait. Et Snake continue de ramper tout simplement. Quelques millisecondes gagnées à peine, oui, mais cette petite trouvaille révèle une chose importante. Les propriétés un peu étranges du stick analogique vont jouer en faveur de la run très bientôt. La run continue dans le hangar, les hostilités peuvent vraiment commencer. Oh putain. Oui, on s'arrête déjà, mais pour une bonne raison. Une prouesse de jeu vient d'avoir lieu, voyons voir. Le but ici est simple. Atteindre l'ascenseur sans se faire repérer, car les alertes désactivent automatiquement les monts de charge. Problème, un garde patrouille pile dans la direction de ce dernier, au moment où le runner est censé l'atteindre. Appuyer sur le bouton serait trop long, l'alerte serait garantie. Le runner décide donc de faire une diversion. Il dégoupille une grenade, la lance contre cette caisse, pour qu'elle explose pile au moment où le garde s'en approche. C'est quoi ce bruit? Ce dernier, intrigué, interrompt sa patrouille et s'en détourne. Car oui, les soldats sont scriptés pour aller inspecter tous les bruits suspects aux alentours. Hein? C'est quoi ce bruit? Une grenade dégoupillée,
explose au bout de 4 secondes, qu'on la relâche ou non d'ailleurs. Le runner s'est donc entraîné à dégoupiller à cet endroit précis, à la tenir juste le bon temps et l'envoyer exactement là où il faut pour que l'explosion coïncide parfaitement avec le passage du C'est quoi garde. ce bruit? S'il la lance trop tôt, c'est le mauvais garde qui est distrait. C'est quoi ce bruit? Et s'il la lance trop tard, aucun des deux réagit, même résultat. C'est fou de se dire qu'une séquence qui paraît anodine est en fait une stratégie assez rusée qui permet de passer sans se faire repérer vers l'ascenseur. Et d'ailleurs, la suite c'est pas de chance. Quand on appelle un ascenseur, il y a deux scénarios. Le fast, rapide, l'ascenseur vient direct, ou le slow, là il faut patienter. Ou appuyer une seconde fois pour accélérer le truc. Le fast elevator a une chance sur 5 d'apparaître, soit 20% de probabilité. Le truc savoureux qu'on aime voir dans une run bien sûr. Malheureusement ici, on se retrouve dans le scénario le plus fréquent, celui des 80%. Le runner doit rappeler l'ascenseur. Un petit aléatoire pas forcément frustrant mais bon, c'est comme ça. Et comme si ça suffisait pas, il commet d'ailleurs une petite erreur juste derrière. En voulant descendre à l'étage inférieur, il doit normalement appuyer sur bas, puis rond pour valider. Et dans la précipitation, il appuie sur bas trop tôt, avant même que le panneau de sélection apparaisse. Résultat, le jeu ne retient que la touche de validation. Il valide donc l'étage où il se trouve déjà, récupérant le contrôle du perso naturellement. Il est obligé de s'éloigner à nouveau, puis de revenir sur le panneau pour relancer l'interaction. On sent qu'il n'a pas du tout aimé ce moment d'ailleurs. Oh le bâtard. Oh putain. Une run jusque-là parfaitement calée sur son précédent record, mais qui prend déjà un petit coup de retard. La run reprend un peu plus loin. Snake faisant la connaissance du premier otage à secourir, mais ça se passe pas comme prévu. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Ok, je vais vous sortir de là. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard? Vos chefs ou autres? Non, Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit? je viens de vous le dire. La Maison-Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Mort. Je tape dans le vide. Alors moi aussi j'ai hâte de voir le MGS2 d'Azur. Et je suis déjà en train de le calmer là depuis des semaines parce que je le connais. Azur en fait, c'est un mec. Attends. Qui s'en bat les couilles de son temps, qui joue que pour le beau jeu. Le nombre de fois où il aurait pu avoir un world record et en fait il l'a pas eu parce qu'il a voulu faire la strat la plus difficile au monde qui est frame perfect. Tu vois, il est du genre à vouloir faire les strats
multi-segment, frame perfect, du cul. Merci pour le coup de main. Attends! Qui es-tu? Du machin et il prend énormément de risques. Je lui ai dit 50 fois, joue safe. De toute façon, même si tu fais une strat frame perfect, un truc qui fait gagner 0,2 secondes, les viewers, les spectateurs, ils s'en rendront même pas compte. Par contre, c'est trop risqué. Je lui ai dit joue safe, fais des strats rapides, mais Une des prouesses de jeu les plus dures vient d'avoir lieu, mais elle a été rendue possible justement grâce à cette première séquence. La première arme létale du jeu est récupérée, le SOCOM. Un pistolet à bonne cadence, capable de tuer un soldat en 4 coups. Mais ceux qui connaissent le jeu, est-ce que vous avez remarqué un détail quand le runner saisit l'arme? Lorsqu'on ramasse une nouvelle arme, il faut en théorie ouvrir ce menu déroulant sur le côté, naviguer dans l'inventaire et relâcher pour équiper l'arme convoitée. Mais ici, pas de tout ça. L'arme est équipée quasi instantanément. Encore une spécificité de la version PC par rapport à la version PS1, les raccourcis clavier. Chaque arme du jeu est associée à une touche numérique dédiée. Il suffit de la presser pour équiper l'arme correspondante. Plus besoin de passer par ce menu peu ergonomique. Et ça tombe bien, le runner partage justement les touches qu'il presse en direct, donnant tout son sens à cette partie de l'interface. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est équipé des grenades plus tôt. Une fonctionnalité pratique certes, mais qui cache aussi une grosse faille. Une faille que le runner va exploiter dans un instant. Cette séquence est l'occasion parfaite pour prendre en main cette nouvelle arme. En s'entraînant sur une quinzaine de soldats qui débarquent les uns à la suite des autres. Plutôt que de rester près de Meryl, le runner choisit cette position précise, au point convergent ennemi permettant de viser efficacement et enchaîner les balles sans gaspillage. Bien qu'il fasse des mouvements erratiques ici, c'est juste parce qu'il s'ennuie un peu, rien à signaler. En sortant de l'ascenseur plus bas, Pazzo accomplit une prouesse très singulière. Lorsqu'on arrive à un étage, le jeu est censé nous redonner le contrôle de Snake positionné au milieu de l'ascenseur. Mais ici, quelque chose cloche. c'est trop risqué. Je lui ai dit joue safe. La caméra suit un mouvement étrange, et Snake réapparaît plus loin que prévu, déjà bien avancé. C'est la première manifestation d'un bug très particulier, le Super Shuffle. Derrière ce nom un peu stylé, cette technique est en fait une déclinaison d'une autre, le Shuffle. Vous allez voir, c'est assez simple. Comme expliqué plus tôt, on peut changer d'arme avec une simple touche. Mais cette fonctionnalité a été mal implémentée par les développeurs. Si on maintient la sélection d'une arme, et qu'on fait pareil pour une autre, cette dernière prend le relais, logique. Et si on la relâche, la première maintenue reprend la main. Dit comme ça a l'air inutile. Mais en pratique, ça permet de switcher entre deux armes à une vitesse folle. Une gymnastique de touche toute bête en apparence. Sauf quand on court. Si je cours en maintenant le stick analogique, puis que je commence à shuffle mes armes, si je relâche la direction, Snake continue de courir. Surprenant. C'est ça le shuffle. Switcher ses armes à l'infini pendant qu'on court, Snake garde son élan et poursuit sa route comme si de rien n'était. Mais quelle différence entre avancer normalement et avancer en shuffle, me direz-vous? Et c'est là qu'on revient sur cette prouesse, accrochez-vous. Pazzo, en entrant dans l'ascenseur, pousse le stick vers le bas, en prévision de la sortie qui arrive. Il est évidemment impossible de se déplacer à ce moment-là, mais les propriétés bizarres de l'analogique, comme je le disais avant, nous font avancer d'un mini-pixel pendant la descente, imperceptible à l'œil nu. Snake étant du coup techniquement en mouvement, on peut donc démarrer un shuffle. Le runner est en réalité en train de déplacer Snake d'un pixel avec l'analogique, et de répéter ce mouvement un grand nombre de fois dans les coulisses, le faisant comme se déplacer à l'insu du jeu. Pour se retrouver là. C'est donc ça le Super Shuffle en soi. Une version améliorée qui permet ni plus ni moins de sortir de l'ascenseur avant même que ses portes ne s'ouvrent. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ouf. Et le plus drôle, c'est que chaque ascenseur doit respecter un timing de shuffle différent. Donc même si le runner a réussi ici, il réussira pas toujours. Rapide, sans prendre de risques. Mais je le connais, il va devoir faire certaines strats qui sont ultra chaudes. J'espère qu'il va pas, ça va pas faire, genre il va rester bloqué, 6 minutes sur la même room parce qu'il veut il veut absolument réussir la strat qui fait gagner 3 frames alors que personne se rend même compte. Il est vivant. Vous êtes Kenneth Baker, le président d'Armtech. Calmez-vous, je viens vous sauver.
Ne touchez rien. Hein? Du C4. Exact. Touche ce câble et le C4 saute, réduisons le vie en poussière. C'est donc toi dont le patron n'arrête pas de parler. Et toi? Commando spécial Foxhound. Revolver Ocelot. Dégaine! J'en ai marre de ce putain de slot. J'en ai marre de slot, j'en peux plus. Non, t'es pas mauvais. Je n'en attendais pas moins de celui qui partage le même code que le boss. Ça fait un bail que je n'ai pas une aussi bonne bagarre. Mais je commence à peine. Hey! Un mort! Un camouflage optique! Qu'est-ce que tu es dur à tuer! Petit vénard, on se retrouvera! Qui êtes-vous? Je suis comme toi. Je n'ai pas de nom. Cet exosquelette. Mais qu'est-ce que... J'en ai marre, je finis, je continue la run, je m'en bats les couilles. Ryodeki. C'est son premier event IRL, oui, je pense. Une séquence en demi-teinte qui mêle petites optimisations et plusieurs erreurs. Pour affronter Ocelot, il faut d'abord récupérer du C4 Je le connais, afin d'exploser le mur fragile de la zone. Il y a des grenades pour le combat en question. Mais plutôt que de poser calmement le C4, reculer et détonner, Pazzo va opter pour une méthode plus radicale. Il se fait littéralement exploser dessus. Pourquoi? Parce que la déflagration du C4 propulse Snake en arrière. Et si on se place dos au mur, cette projection nous envoie directement sur le trigger qui mène à la salle suivante. On voit d'ailleurs bien la projection sur la deuxième. Et il devra en mourir normalement. Sauf qu'il a équipé les rations de soins juste avant. Et dans ce jeu, si votre vie tombe à zéro avec une ration équipée, les consommez automatiquement. Il encaisse donc 2 explosions et continue comme si de rien n'était. Plutôt malin. Une variante d'animation annulée ici, mais sous une autre forme. Je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait annuler celle d'une projection. Et bien ici c'est le même principe. Déposer un C4 provoque un temps d'arrêt pendant lequel Snake reste figé un instant. Mais ce temps là aussi peut être skippé. Il suffit d'enlever et remettre son arme juste après la pause, et l'animation est tout simplement annulée. Une micro-optimisation de plus, discrète mais efficace. Enfin, le combat contre Ocelot, qui devait être une promenade de santé en théorie. Dans une partie classique, c'est un affrontement à distance, où chacun tente de viser l'autre en se déplaçant autour des piliers. L'IA est d'ailleurs programmée pour empêcher tout affrontement direct. Si on tente de foncer sur lui, Ocelot prend systématiquement la fuite dans la direction opposée. Mais plutôt que de rentrer dans ce petit jeu, Pazzo utilise une stratégie plutôt audacieuse, tenter de le vaincre avec 2 grenades bien placées. Un choix risqué, car l'angle du lancer doit être parfaitement ajusté pour que la grenade explose juste à côté du boss, sans jamais toucher les câbles au centre. Ces câbles sont reliés au C4, et les faire exploser condamnerait l'otage sur le champ. Il faut aussi faire attention à la relâcher au bon timing, auquel cas elle tape dans le mur et même sanction. Ocelot peut faire aussi foirer l'opération s'il nous touche juste après la dégoupille. Snake lâche la grenade au sol et c'est mort. Et bien sûr, il faut pas trop s'avancer non plus, au risque de toucher les fameux fils. Bref, c'est vraiment plus délicat qu'il n'y paraît. La preuve, le runner rate son deuxième lancer. La grenade est un peu trop désaxée et provoque une explosion lointaine.
le boss prenant seulement la moitié des dégâts. Le runner doit donc finir le combat à l'arme de poing, et ça veut dire tirer, attendre la fin des frames d'invincibilité du boss, se replacer, tirer, etc. Une perte de temps non négligeable. Frustrant pour lui surtout, mais ça fait partie du jeu. D'ailleurs, emporté par cette frustration, il oublie une petite optimisation juste derrière. Si on pousse le stick vers le bas, pendant la fondue au noir qui suit le coup de grâce, Snake sera déjà orienté dans la bonne direction à la reprise du jeu. Un petit gain qui évite de faire demi-tour. Mais Pazzo il pense un peu trop tard et pousse le stick dans le mauvais timing. Ce qui laisse Snake orienté dans l'autre sens, la direction prévue par le jeu certes, mais qu'il aurait pu contourner. Après tout le retard cumulé jusque là, économiser même un demi-tour aurait été bienvenu mais bon. La run continue malgré 7,3 secondes de retard. Son ancien record était mieux engagé à ce stade de la run. C'est quelqu'un qui est jeune, Azul. Azul est très jeune, je sais pas quel âge il a, 21, 22 ans. Peut-être un peu plus, mais... Peut-être un peu plus, mais... Putain, je peux sauver 16 secondes sur les coups. Tellement j'ai fait de la merde. Une section entière vient d'être skip grâce à un bug intéressant, mais juste avant, le runner récupère la boîte en carton. Pazzo fait un léger détour pour récupérer la célèbre boîte en carton, juste en haut ici. Un objet emblématique de la série, qui permet à Snake de se dissimuler pour échapper à la vigilance des ennemis, ou simplement les tourner en ridicule. C'est juste une boîte. Même si ce détour lui coûte quelques secondes, il sera largement rentabilisé plus tard, lors d'un skip les plus impressionnants de toute la run, vous allez voir. Au passage, il faut saluer le timing de cette grenade anti-caméra. Il la lance pile à l'endroit qu'il faut, en se basant sur un repère visuel, cette ligne en l'occurrence, pour qu'elle explose juste avant que la caméra ne le repère en montant. Et avec ces 10 secondes d'effet, cette dernière reste inactive juste ce qu'il faut pour le retour. Une optimisation chirurgicale. Lorsqu'on remonte ici, on est censé appeler Meryl. Qui est-ce? J'ai été fortement impressionné par votre manière de vous échapper. Et patienter une bonne minute le temps qu'elle déverrouille le passage. Puis il faut traverser les lasers invisibles à l'intérieur, soit en utilisant des lunettes thermiques, soit en allumant une cigarette pour les faire apparaître. C'est long, mais ça permet d'atteindre la porte au bout. Mais ici, le runner va utiliser le Vein Glitch, qui permet de skip l'ensemble de la séquence. Dans MGS, appuyer sur triangle active la vue à la première personne. Cette vue sert uniquement à observer autour de soi, on peut pas bouger. Mais si on l'active alors qu'on est couché, le jeu, dans les coulisses, va toujours faire correspondre Snake avec l'angle que le joueur observe. Ça change rien en soi, mais c'est important pour la suite. Car dans une ventilation, l'espace étroit va créer un effet de bord insoupçonné. En regardant vers le haut, Snake se retrouvant donc quasiment à la verticale, la faille est ici. En se relevant juste après, le jeu va mal interpréter la position supposée du perso, en croyant qu'il se trouve au-dessus de cette surface, plutôt que celle-ci. Et résultat, il le replace au-dessus de la ventilation, lui permettant d'être en dehors des limites de la zone. Il n'y a plus qu'à se déplacer dans cette zone de l'endroit et on peut atteindre la porte. Énorme. Et pour ceux qu'on peut oublier, c'est la même prouesse qu'on va utiliser à l'étage juste en dessous, pour skip la moitié du jeu dans la catégorie Any% classique. Allez, direction le second boss de la run, Vulcan Raven. Snake, fais attention, cet endroit est bourré de Claymore. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu? Appelle-moi Deep Throat.
Deep Throat, comme le type du Watergate? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Écoute-moi. Tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu? Un admirateur. Pas envie de dire à où, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que il faut pas qu'il essaye de faire trop de strat. Trop compliqué. Après tu me diras sur une chaise de toutes les strats. Toute la run est compliquée mais bon. See how you like this. Alors patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est, comme tu l'as décrit, en action. On dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. C'est déjà une run de merde, mais bon c'est pas grave. Il est un peu dépité, mais faut le reconnaître, le runner a très bien géré ce combat. Comme l'admirateur inconnu nous l'indique, cet endroit est littéralement Pour être clé mort, de mine. utilise ton détecteur de mine. Avancer sans faire attention n'est pas une option. En théorie, on devrait équiper les lunettes thermiques pour repérer les mines et naviguer entre elles. Ou s'allonger pour les ramasser une à une afin de sécuriser le chemin. Mais ici, le runner connaît la ligne parfaite à suivre pour toutes les éviter d'un seul trait. C'est là qu'on réalise à quel point certaines énigmes, a priori compliquées, peuvent être désamorcées avec un minimum de connaissances. Ce combat peut sembler simple sur le papier. Il suffit de balancer 2 grenades bien placées dans le tank pour en finir. Mais on ne peut pas s'approcher aussi facilement. Par défaut, le tank envoie des tirs de canon autoguidés qui bloquent toute tentative d'approche. La solution, une grenade chaff qui brouille les signaux. Une fois déployé, le tank passe en mode mitrailleuse, bien plus simple à esquiver pour s'approcher. Pazzo lance donc sa grenade au plus tôt, tout en s'avançant sur un tracé bien étudié. La chaff mettant 4 secondes à exploser, le tank a quand même le temps de tirer un coup de canon pour nous stopper. Le runner a donc prévu son parcours pour que ce tir tombe pile poil sur cette petite butte qui absorbe l'explosion et protège Snake. C'est une trajectoire très précise, il faut bifurquer après cette trace au sol pour être au bon endroit. Trop à gauche, on prend. Trop à droite, pareil. Une fois à portée, première grenade lancée, 50% de dégâts. Le temps que le second soldat se mette en place pour la suite, le runner en profite pour récupérer d'autres grenades sur la gauche et va se préparer pour le second lancer, pile entre ces deux roues. Le second lancer est parfaitement timé d'ailleurs. 4 secondes avant que la grenade explose. Juste assez pour que les frames d'invincibilité du soldat s'estompent et pour aller récupérer des munitions importantes sur le côté. Courir en ligne droite est inenvisageable, au risque de se prendre une dernière rafale. Il faut se décaler juste ce qu'il faut en biais pour esquiver la rafale et remonter au plus vite vers les caisses. On entend d'ailleurs le son de la seconde prise pendant la fondue blanche à la fin. Écoutez. Parfaitement calé. D'ailleurs, une petite info sur les boss. Quand on tue un boss, non seulement on récupère toute sa vie, mais en plus, notre jauge maximale augmente. Un petit bonus d'HP permanent, toujours bon à prendre. Mais cette phase de régénération peut durer plus ou moins longtemps, en fonction des dégâts qu'on a subis juste avant, forcément. Plus on a pris, plus c'est long. Ici, le runner s'en sort bien. La récupération est rapide, preuve qu'il a bien géré ses esquives. Mais il faut garder en tête que chaque damage subi rallonge ce moment. Et mis bout à bout, ça peut finir par coûter cher dans une run. La run peut continuer dans l'entrepôt d'ogive, endroit hautement dangereux. Fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Avez-vous oublié? C'est ici qu'ils gardent les ogives nucléaires. Vous les voyez? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives? Oui, ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker.
Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Tu peux appeler Nastacha sur la fréquence 141-52. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, elles pourraient lâcher du plutonium, et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. J'avais peur que cette vidéo elle soit trop indigeste. Au final, apparemment. Vous venez de voir mon skip préféré de toute la run. À la fois ingénieux et impressionnant, tout ce que j'aime. Mais retournons avant à l'étage du dessus. En arrivant dans l'entrepôt, le colonel nous informe qu'on ne peut pas utiliser d'armes ici, à cause des ogives nucléaires aux alentours. Dans une partie classique, c'est simple, impossible de dégainer quoi que ce soit. Et pourtant, Pazzo tire sur les cartes sans aucune contrainte. Encore une fois, c'est les fameux raccourcis clavier qui font la différence ici. En maintenant la touche du pistolet, le jeu reçoit l'ordre de l'équiper, mais comme on est dans une zone interdite, il le retire aussitôt. Du coup, une sorte de tir à la corde se joue ici, frame par frame, entre Pazzo qui insiste pour récupérer son arme, et le jeu qui le déséquipe dans la foulée. La subtilité, c'est de tirer pile au moment où le joueur a effectivement l'arme en main, pendant une frame. C'est pour ça qu'il ne tire pas en rafale, mais qu'il rythme ses tirs plus lentement. Il attend simplement que le pistolet soit là, vraiment là quoi. Et pourquoi tuer ses gardes d'ailleurs? D'abord pour éviter une alarme, qui comme on l'a vu plus tôt, désactiverait l'ascenseur là-haut. Mais aussi pour éviter le gaz toxique. Si l'alarme se déclenche ici, la salle entière s'en remplit et la run est fichue. Comme d'habitude, pas le droit à l'erreur. En plus d'avoir réussi son super shuffle, le runner continue son shuffle encore un peu. En passant ce sas, le jeu reprend le contrôle de Snake un court instant, pour le faire bouger automatiquement jusqu'ici et avoir un appel codec obligatoire. Mais en faisant un shuffle, le jeu ne reprend pas le contrôle comme il le devrait. C'est donc ça l'utilité du shuffle à la base, empêcher le jeu de nous soustraire à sa volonté dans des moments importants pour le scénario. Ça fait souvent gagner un peu de temps comme ici, mais ça fera gagner beaucoup plus un peu plus loin. Et enfin, on y est, un skip aussi impressionnant qu'absurde. Pour commencer, voyons la zone. On doit avancer tout droit, puis à droite pour continuer l'aventure. Mais au milieu, il y a un obstacle. Ce sol est impraticable, il est électrifié. Et pour couper le courant, il faut faire sauter le transformateur à l'autre bout. Impossible à atteindre sans une arme à distance, le fameux Nikita. Un lance-missile téléguidé qu'on peut contrôler manuellement. On est donc censé monter d'un étage, récupérer l'arme, redescendre et guider le projectile à travers tout un parcours semé d'embûches. Éviter les murs, les angles, les caméras et atteindre le fameux transformer. Une séquence un peu tendue qu'on peut totalement skip grâce à un bug aussi fou qu'inattendu. Mais remettons un peu de contexte. Début 2024, un joueur poste cette vidéo sur Twitter. On y voit Snake se faire électrocuter, mais au lieu d'être simplement repoussé, il reste bloqué dans l'animation pendant une éternité, littéralement projeté en arrière encore et encore, assez comique. Ce joueur c'était Pazzo, évidemment. En expérimentant ce sol piégé, il a remarqué que si on marche dessus selon certains angles assez précis, Snake se fait électrocuter non pas une, mais plusieurs fois à la suite. Et à chaque électrocution, il est repoussé proportionnellement en arrière. Sans qu'on puisse rien faire d'ailleurs. Dans mon essai pour cette vidéo, j'ai été propulsé 9 fois d'affilée jusqu'à l'ascenseur tout là-bas.
Rigolo mais pas très utile dans une run en vrai, du moins pour l'instant. Et puis quelques mois plus tard, une vidéo attire son attention. Cette fois c'est sur MGS2, sorti 3 ans après le premier. Nouveau moteur de jeu, nouvelle console, environnement radicalement différent, bref, aucun lien entre les deux jeux a priori. Un runner nommé Marlon H8 découvre un comportement tout aussi étrange sur un sol électrifié similaire. Si on déséquipe la boîte en carton à la première frame où on est touché, le personnage avance comme par magie, sans se faire repousser, en faisant des petits bonds qui permettent de sauter la séquence. Pazzo, qui avait déjà testé sa trouvaille en long et en large, n'avait jamais pensé à tester avec la boîte en carton équipée. En voyant ce bug, il a cogité et il s'est dit « si dans MGS1, la posture particulière de Snake sous la boîte pouvait jouer un rôle ici ?» Un détail tout bête, mais suffisant pour relancer une nouvelle batterie d'essai. Et là... bingo. En fait, jusqu'ici, tous les essais faisaient projeter Snake en arrière, mais sa hitbox restait active, il se retrouvait à buter sur les éléments du décor derrière. Mais lorsqu'il est dans la boîte, cette dernière modifie sa représentation en 3D, la faisant comme disparaître, permettant de passer à travers les murs. Incroyable, non? Mais pour reproduire l'angle parfait, celui qui permet de n'avoir que 2 rebonds électriques et de s'arrêter dans ce mur, il fait ce qu'on appelle un setup. Un setup, c'est un peu comme une recette de cuisine. Pour obtenir un résultat parfait et surtout reproductible, il faut suivre une série d'étapes très précises, sans en louper une seule. Dans ma vidéo sur les 5 bugs dans Resident Evil, je montrais par exemple qu'il fallait faire un demi-tour à Jill pour qu'elle passe un peu dans un état particulier, lui permettant de passer les plantes carnivores qui nous repoussent normalement. Un setup simple. J'ai aussi évoqué Super Mario 64. Pour récupérer 7 étoiles, en passant par un chemin extrêmement difficile sur le côté du château ici, il faut rebondir sur certains pixels très précis, atteignables seulement grâce à ce setup. Réussir une telle folie après 1h29 de jeu, franchement, ça en dit long sur la difficulté de cette run. Et pour le Transformer Skip, le setup c'est celui-là. Il faut se coller au mur à gauche, relâcher, passer en vue à la première personne pour bien calibrer la trajectoire. Trajectoire qu'on ajuste en reliant le bord droit de la jauge ici avec le milieu exact de cette structure métallique. Comme ça. Ouais, ça peut sembler ridicule, mais pour taper le pixel exact qui nous fait rebondir seulement 2 fois, c'est obligatoire. Sinon ça marchera pas. On enfile la boîte et on avance. Si le setup de Pazzo est respecté, ça marche. Du moins sur PC, car sur console le setup est un peu différent. Voilà, vous savez tout de ce skip de fou, le Transformer Skip, qui permet de sauter entièrement le sol électrifié de la zone et d'enchaîner sur la suite. Ça c'est sûr que le jeu il connaît. Je pense que Azul connaît aussi bien MGS2 que je connais MGS. Il connaît tout sur le jeu. On va essayer de faire un cutscene skip. Camouflage optique? Qui êtes-vous? Où est mon ami? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il y en a d'autres? Snake. C'est donc toi, le ninja. Je t'attendais, mon cher Snake. Qui es-tu? Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, battons-nous jusqu'à la mort. Très bien.
il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir. Fais-moi sentir vivant. Je pense que je vais gagner 10 secondes là. L'autre. Oh oui, le gold. Merde. Oui, c'est parce que j'ai eu... Fast Elevator. Un combat très technique vient d'avoir lieu, même si on n'aurait pas dit comme ça, décryptage. Déjà, première contrainte, on peut pas utiliser d'armes contre lui. Les balles étant automatiquement déviées, on est forcé d'opter pour le corps à corps. Ce boss a 5 phases, qui se déclenchent lorsque sa vie passe sous certains seuils. D'ailleurs, chaque phase débute par une cinématique dédiée, c'est important pour la suite. Maintenant, fais-moi sentir. Fais-moi sentir vivant. Après avoir frappé l'ennemi 2 fois, la phase 2 s'enclenche. Bien, maintenant, nous voilà à égalité. Le combat à main nue et le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. Mais dans la run, cette cinématique n'existe pas. En lui tirant dessus juste avant qu'il s'en aille, maintenant, on interrompt le boss. Une fenêtre d'à peine 3 frames pour tirer. Ça stoppe le démarrage de la cinématique et on passe directement en phase 2. On voit d'ailleurs le ninja s'apprêter à y aller. Si le timing est raté, il faut subir cette mini-pause et ça fait perdre 6 secondes. Cette phase 2 consiste simplement à l'enchaîner au corps à corps jusqu'à la suivante. Mais lors de la phase 3, le combat devient plus aléatoire. Ça se transforme en une séquence de cache-cache. C'est bien, Snake. Snake. Il faut retrouver le ninja caché dans différents coins aléatoires de la pièce. Le frapper et recommencer. La phase 4, elle, redevient plus tranquille. J'ai attendu cette douleur. Cette douleur. Faut le frapper à nouveau, mais au moment des coups, il se téléporte juste avant pour nous coller une mandale. Il faut donc esquiver et revenir à la charge, encore et encore. Mais tout ce que je viens de décrire ici n'a pas lieu dans la run non plus. À la fin de la phase 2, il stoppe volontairement ses coups pour ne pas basculer en phase 3, celle avec les téléportations. Et projette le ninja ici. Ce coin, comme plein d'autres dans la salle, comporte une anomalie. Il bloque l'IA du ninja, tout simplement. Certaines textures au sol semblent en être la cause. C'est bizarre, elle est comme complètement figée. En tout cas, Pazzo peut le frapper tranquillement. Et là, lorsque l'IA reprend brièvement ses esprits, pour transitionner vers la phase 3, qui est toujours en attente, le runner s'accroupit. Le truc, c'est que si Snake est accroupi, le ninja est programmé pour faire un stomp automatique, une attaque sautée. Ce comportement, bizarrement, a une priorité absolue dans son code, plus forte que celle qui ordonne de passer à la phase suivante. L'astuce est donc ici, on le bloque dans un coin, on lui fait perdre de la vie, on s'accroupit, il nous stompe et on recommence. Et sans s'en rendre compte, on est resté en phase 2 tout du long finalement.
toute la partie de cache-cache et le dernier combat est skippé. Pour se retrouver en phase 5, la plus facile. Il faut simplement finir le boss en lui tirant dessus 3 fois de suite. Ici, ici, et là. Un combat qui repose finalement sur pas mal de trouvailles très ingénieuses, et surtout sur une IA complètement larguée. Ça a marché, Snake. Tu te souviens de moi maintenant? Impossible. Tu es mort à Zanzibar. Non, encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Allez, sortez. On va pas rester ici éternellement. Votre uniforme est différent des leurs? Vous êtes bien Al Emmerich, chef ingénieur du projet Metal Gear Rex. Vous me connaissez? C'est Meryl qui m'a parlé de vous. Vous êtes venu me délivrer? Non, désolé. Et oui, on a une run à reprendre. Direction l'étage du dessus pour aller retrouver Meryl et affronter un boss un peu spécial. Avec la strat. Bon ben, pas de fast elevator. C'est la deuxième fois que je réussis à surprendre le légendaire Solid Snake. C'est toi, Meryl? Tu ne pourrais pas te faire passer pour un homme longtemps. Ce qui signifie... Hé, pas d'homme ici! Je n'avais pas réalisé que tu étais si féminine. Une drague bien grasse, c'est le moment, Snake. De plus, tu perds ton temps. Quand je me suis engagée, ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Toujours grande gueule. C'est bien ma Meryl, ça. Allez, Monsieur Foxhound. Much for the follow. Le commandant nous Alambre. attend. Hey, Alambre, is that you, the 90% runner? I think I followed you today. Thanks for good luck. Muchas gracias. What? You started alone in this game. Okay. 90% PC. Stop! Meryl! Ah, je vais perdre du temps.
Ce combat s'est globalement bien passé, mais avant ça, plusieurs optimisations méritent le coup d'œil. Pazzo tire un coup de feu pour alerter le soldat du coin, sauf que ce soldat, c'est Meryl, déguisée. Elle réagit aussitôt, en courant se réfugier dans les toilettes. Petit détail amusant, bien que le joueur la devance, il ne peut pas rentrer dans les toilettes avant elle. La porte est ouverte, mais bloquée par un mur invisible. Le jeu laissant le temps à Meryl de se changer avant la suite. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. Un peu plus loin, le runner jette Meryl au sol. Pas très sympa, mais utile. Car en temps normal, on est bloqué ici par une barrière invisible. Le jeu attendant que Meryl passe devant pour enclencher la cinématique suivante. Mais en la projetant rapidement, puis en déclenchant un shuffle bien timé, le runner passe à travers la barrière sans attendre. Une erreur de tempo sur l'un ou l'autre, Snake se fait stopper net. Et par le mur, et par autre chose. Ouais, ça rigole pas. Et enfin, une dernière optimisation juste avant le combat. Dans la salle du boss, ce dernier apparaît au bout de 5 secondes. On peut se balader en attendant, mais pour aller au plus vite, vaut mieux pas. Meryl nous suivant partout, elle mettrait un temps fou à se replacer juste après, lorsque le combat est censé commencer. Pazzo préfère la projeter à nouveau, pour la placer exactement à sa position. Et lui va se placer à la sienne. Comme ça, pas de replacement, et hop, la cinématique et la joute peut commencer. Boss culte de la saga, Psychomantis peut lire dans nos pensées. À l'époque, il détectait les jeux présents dans la carte mémoire. Je peux lire dans tes pensées. Donc, tu aimes Suikoden? Tu ne sauvegardes pas très souvent. Tu es du genre imprudent. Faisait vibrer la manette à distance. C'est ton contrôleur par ma seule force mentale. Alors, qu'en penses-tu? Tu la ressens, ma puissance? Des sorcelleries impressionnantes pour l'enfant que j'étais. Et surtout, et anticipait toutes nos actions, rendant tous les tirs inutiles. La solution? Débrancher la manette du port 1 pour la brancher sur le port 2. Une idée de génie. Pourquoi n'ai-je pu lire tes pensées? Sur PC, c'est le clavier qui fait office de port 2. C'est comme ça que je l'ai battu pour cette vidéo. Mais ici, la communauté a patché le jeu pour éviter tout ça. Mantis peut être combattu directement à la manette, comme Pazzo le fait ici. Après avoir assommé Meryl sous son emprise, grâce à une grenade étourdissante, le combat commence vraiment. Si on appuie sur triangle durant l'affrontement, on passe dans la vue de Mantis lui-même, parfait pour repérer ses déplacements, vu qu'il est invisible. D'ailleurs, ces déplacements sont totalement aléatoires, car ils réagissent directement aux actions du joueur. J'ai fait plusieurs tests dès le début du combat. D'abord, en avançant légèrement puis en tirant, il s'est rapproché, à peu près à mon niveau. Ensuite, en décalant à gauche et en tirant, il est parti tout là-bas à droite. Et même en restant immobile, mais en tirant plein de coups, il a pris une autre trajectoire encore, tout en haut à gauche. Mais s'il réagit à certaines actions, alors ça veut dire qu'on peut le manipuler quelque part. Et oui, en reproduisant exactement les mêmes mouvements, les runners ont découvert que le boss adopte toujours la même trajectoire, un setup reproductible. Un tir, triangle pendant une seconde, un autre tir, encore triangle pendant une demi-seconde cette fois, et bingo, Mantis se retrouve toujours ici. Pazzo avait déjà visé avant même de tirer. Et c'est pareil pour le tir suivant, une rotation préventive pour un shot garanti devant le bureau. Une préparation bien huilée. Après 7 coups, Pazzo enchaîne avec une grenade, qu'il lance malheureusement un peu trop tôt. Mantis était encore un peu invincible par rapport à la balle précédente encaissée. Résultat, un second lancer est nécessaire. Grosse erreur qui coûte quelques précieuses secondes. Et puis, à ce moment du combat, Meryl est censé pointer son arme sur Snake. Il faut encore l'assommer avec une grenade. Alors que là, elle s'écroule tout de suite. Pourquoi? Parce que la grenade précédente a infligé trop de dégâts au boss, ce qui skip l'interaction normalement prévue. Un bug bizarre mais rigolo. Tu es très
puissant. You started long this Je game. connais ton Okay. point faible. Any percent PC? Meryl, je veux que tu te fasses sauter la cervelle devant lui. Stop! Meryl! Après avoir jeté Meryl une dernière fois, il reste théoriquement 2 phases à ce combat. Une longue, où Mantis se téléporte sans cesse à droite et à gauche, il faut attendre qu'il réapparaisse pour tirer et recommencer, petit à petit. Puis une courte, plus simple, il reste au centre et on peut l'enchaîner tranquillement. Pazzo règle cette longue phase d'un seul trait, grâce à une grenade bien placée encore une fois. Mais curieusement, le boss aurait dû mourir. Mais le jeu refuse et recharge sa barre de vie, le forçant à jouer la dernière phase. C'est une règle mise en place dans le code pour éviter de pouvoir one-shot le boss lorsqu'il est vulnérable aux grenades justement. Le combat se finit sereinement, en se plaçant sur un spot qui esquive les projectiles et permet d'enchaîner les balles sans problème. Un combat quand même rondement mené, riche en subtilité, même si une erreur manifeste lui fait perdre le temps précieux qu'il avait récupéré jusque-là. Dommage. Je suis trop humble, je commence à me dire que je veux sub 30 à speed. Ah, c'est bien de se donner des objectifs. Peut y avoir des loups là-dedans? Des chiens loups, moitié husky. Tu t'y connais bien en loup? J'ai des chiens de traîneau. Bon, au début, mon objectif c'était de world record à speedrun des mois. Je me suis dit non, laisse tomber. Après, je me suis dit, au début, je voulais faire un 56 minutes speedrun. Je me suis dit, c'est mon objectif. 56 minutes. Après, je me suis dit, si je fais 57, je serai content quand même. À partir de 58, je serai pas content. J'ai fait 57-39. C'était pas incroyable, mais ça restait pour un truc IRL, première évente, c'était bien. How hard is this category comparing to any percent? It's different. So any percent is basically optimizing every small movement, and any percent is a lot of RNG. All bosses is very different. There's way. Meryl, Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Meryl, touche-toi! Meryl! Bon sang! Snake! Laisse-moi et sauve-toi! Meryl, Je n'étais vraiment qu'une bleue. t'inquiète pas Meryl, c'est moi qu'ils veulent. C'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le tireur se sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non! Mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas! Je t'avais promis de ne pas te ralentir. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est laid, la guerre. C'est vraiment très très laid. Snake, je t'en prie, sauve-toi. Et ne perds pas espoir en l'humanité. Ne m'oublie pas. Et maintenant, qu'elle soit... Avant d'aller sauver Meryl, focus sur une belle prouesse de jeu. En arrivant dans cette zone peuplée de loups, le chemin prévu est celui-ci. Une longue marche, ponctuée de moments où il faut ramper. Pour
pour atteindre enfin la porte menant au boss. Mais le runner, lui, comme d'habitude, prend un raccourci. En faisant un vent glitch, bon c'est pas une ventilation mais un passage étroit ici, il parvient à passer par-dessus, comme précédemment. S'équiper de la boîte ensuite permet de décaler légèrement Snake, juste assez pour le sortir des limites du jeu. Je ne l'ai pas défini jusqu'ici, mais on appelle ça un out of bounds. Un out of bounds, c'est sortir des limites prévues. Traverser un mur, un sol, un plafond, peu importe le moyen. L'idée est de se retrouver dans une zone normalement inaccessible, incontournable en speedrun pour des raisons évidentes. D'ailleurs, ce genre de bug est plus courant dans les jeux en 3D. Ces environnements étant composés d'éléments empilés, murs, sols, objets en tout genre, ça va souvent provoquer des chevauchements. Des espaces minuscules mais suffisants pour passer au travers. Comme ici. La jonction entre toutes ces textures désoriente le jeu, qui replace Snake de manière bancale sur le côté, en dehors. Libre de ses mouvements, il peut alors contourner toute la zone. Le plus drôle, c'est qu'on voit même plus le personnage. Le runner avance à l'aveugle, comptant ses pas. Jusqu'à atteindre cette position précise, juste avant de se rabattre vers le trigger de la porte. Et hop, direction la suite. Et c'est pas la dernière fois que cette zone sera esquivée comme ça. Juste après, une nouvelle énigme se fait court-circuiter. Comme les mines dans la neige qu'on pouvait éviter simplement en prenant cette ligne, ici c'est pire. Meryl nous montre la voie en traçant un chemin complexe, fait de zigzags et d'allers-retours. T'en penses quoi? Pas mal, hein? Comment savais-tu où étaient les mines? Mais les développeurs ont mal verrouillé leur énigme. On peut littéralement passer tout droit. Voilà. Rien à ajouter, dommage. Le runner doit donc retourner dans la première zone pour récupérer le PSG-1, un sniper redoutable pour défier Sniper Wolf et sauver Meryl. Mais cette nouvelle arme va tout changer. Place à la meilleure prouesse de la run pour moi. J'étais dégoûté, franchement le haine qui va sous le toit, ça m'arrive jamais. Évidemment. Ça m'est arrivé là. Heureusement, c'était sur le dernier shot. J'ai perdu une dizaine de secondes, 12 secondes. J'étais dégoûté pour le haine. En voyant cette séquence pour la première fois, j'y ai rien vu de particulier, mais en fait, c'est sans doute une des plus impressionnantes. En arrivant au B2, l'étage de l'armurerie, la mission est simple. Récupérer le sniper dans cette pièce. Mais l'endroit grouille d'ennemis. Le runner n'a pas d'autre choix que de foncer malgré tout, quitte à déclencher une alerte. Le problème, si l'alerte reste active trop longtemps, l'ascenseur pour repartir sera bloqué. Il faut donc enchaîner une série de manœuvres précises pour éviter ça. D'abord, ce soldat est particulier. La plupart vont poursuivre Snake en cas d'alerte. Mais pas lui. Lui, il est scripté pour garder l'ascenseur coûte que coûte. Et ça tombe bien, si quelqu'un est positionné devant, les portes restent ouvertes. Autrement dit, l'alerte, normalement en désavantage, est ici utilisée à l'avantage du runner. Elle place un garde au bon endroit, qui maintient l'accès vers la sortie. Pratique. En jetant une grenade étourdissante d'emblée, Pazzo s'assure que tous les gardes soient sonnés à la détonation. Il longe ce mur au plus près, pour ne se faire repérer qu'au dernier moment, puis bifurque légèrement à gauche en descendant, juste assez pour éviter la rafale réflexe du soldat armé. D'ailleurs, regardez bien, juste avant que la grenade explose, ce dernier se redirige bien vers l'ascenseur comme prévu. Et là, boum, tous les soldats sont neutralisés avant même d'avoir pu réagir. Dans cette salle, le sniper convoité est protégé par des rayons laser invisibles. Il faut normalement les éviter soigneusement pour ne pas déclencher d'alerte justement. Ou si une alerte est déjà en cours, pour ne pas la réinitialiser au maximum. Mais ici, pas le temps, le sniper est récupéré en vitesse. Mais chose étrange, au retour, l'alerte ne remonte pas à fond. C'est un effet de bord du plus gros bug de la partie que le joueur a fait ici. Le God Mode Exploit, la faille du mode invincible. Comme je vous l'ai dit, ce sniper chamboule complètement la partie grâce à une faille abusive. Quand on s'en équipe, une petite animation se lance automatiquement. Snake se couche pour prendre appui et vise, normal quoi.
Pendant cette mise en place, il est invulnérable. Les développeurs de l'époque ont probablement voulu éviter qu'on se fasse toucher pendant qu'on se prépare à tirer. Plutôt honnête. Snake passe donc temporairement en mode invincible. Sa hitbox de dégâts disparaît pour réapparaître à la fin, une fois en place. Mais encore une fois, les raccourcis clavier de cette version PC vont encore poser problème. Si on change d'arme en une touche pendant la mise en place, on l'interrompt. Mais le mode invincible reste en place. Oui, Snake reste invincible, mais libre de ses mouvements. Une faille ultra simple à réaliser. Sélectionner Sniper et directement appuyer sur une autre arme qui prend le relais. Et voilà. C'est pour ça que l'alerte ne remonte pas à 100 ici. Sa hitbox ayant disparu, les lasers ne le détectent même pas. Assez fou. En sortant, on aperçoit les gardes se faire étourdir juste à temps. Vous l'aviez sûrement raté, mais le runner a lancé une seconde grenade étourdissante, parfaitement timée juste avant. Pour qu'elle explose pile au moment où il ressort, évitant de se faire repérer par les gardes en train de se relever de la première. Un timing millimétré, car si l'un d'eux l'avait vu, à cause d'un lancer mal timé, l'arme serait repartie à la hausse et c'était game over assuré. La voie libre, direction l'ascenseur, restait ouverte pour filer. Mais quand je reproduis cette séquence dans ma partie, il ne se passe rien dans l'ascenseur, impossible d'appuyer sur les boutons. Et c'est l'un des inconvénients du mode invincible. On est intouchable, certes, mais on est incapable d'interagir avec quoi que ce soit. Pour revenir à un état normal, il faut brièvement passer en vue à la première personne. Et hop, les interactions reviennent. C'est exactement ce que fait le runner ici. En attendant la fin de l'alerte, il active la vue FPS en prévision. Et pile quand l'alerte s'arrête, il la relâche. L'interaction avec le panneau revient et c'est gagné. On voit même Snake collé ici tout buggé, ça n'a aucun sens. C'est ça la vue du jeu normalement. Franchement, un étage de fou. Pensez au millimètre pour minimiser l'alerte en exploitant tout un éventail de failles. Magnifique. Maintenant qu'il est armé, Pazzo peut retourner défier Sniper Wolf et sauver Meryl. On repart. Jusqu'à Ocelot, voire jusqu'au ninja. Après ça allait. Je me suis détendu parce que... Au final, si tu regardes bien, les trucs les plus chauds de la run, c'est surtout au début. On va dire jusqu'à Mortis, ou jusqu'à Wolf. Après le reste, à part Liquid, c'est tranquille. Super. Ah, elle a bougé direct. J'ai eu de la chance. C'est quoi cette edge? C'était mieux que mon PV. Il serait difficile de te rater à cette distance. Lance ton arme par ici. Doucement. Pas malin d'arriver comme ça. Imbécile. Une femme tireur? Sais-tu que les 2/3 des plus grands tireurs d'élite au monde sont des femmes? Tu veux mourir d'abord? Ou préfères-tu que je commence avec ton ami? Je mourrai après t'avoir tué. C'est vrai ça. Au moins, t'as du caractère. On m'appelle Sniper Wolf, et je tue ce que je vise. Tu es ma proie à moi. Est-ce que tu m'as bien compris? Je te laisse ma marque. Je n'oublierai pas.
jusqu'à ce que je te tue. Je ne penserai qu'à toi. Emmenez-le! Un gros combat de sniper a eu lieu, mais il s'est passé des trucs pas mal sur le retour. Dans l'entrepôt à ogive, où les armes sont toujours interdites et où une alerte signerait un game over immédiat, le runner doit user d'un nouveau subterfuge pour atteindre l'ascenseur, sans semer le chaos. Il dégoupille une grenade pile au niveau de cette ogive, grimpe l'escalier sur la gauche et pas à droite, sinon ce soldat le repérerait tout de suite, puis fait un léger arc de cercle pour lancer la grenade juste ici. Elle explose à l'endroit parfait pour attirer le garde qui est en face, à la limite de son champ de vision d'ailleurs. C'est quoi ce bruit? C'est un enchaînement très difficile, car s'il dégoupille trop tôt, la grenade exploserait trop tôt dans les airs, le soldat se redirigerait dans la mauvaise direction. Et s'il la dégoupille trop tard, elle pètera au sol et ne sera même pas remarquée. Et s'il ne fait pas l'arc de cercle avant le jet, c'est aussi un fail, bref, ultra tendu. Mais là, c'est réussi. Pazzo se glisse dans son dos pour le projeter par-dessus la rambarde et passer tranquillement. Oui, balancer un garde dans le vide ne déclenche pas d'alerte, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Plus loin, dans la zone des loups, le runner choisit cette fois une troisième méthode pour la traverser. Pas à pied, pas en utilisant la boîte ici, mais comme ça. Vous vous souvenez? Le bug d'invincibilité avec le sniper désactive aussi toutes les interactions. Bouton d'ascenseur. Et même les triggers des portes ici. Si j'active ce mode, les triggers de transition sont désactivés. Regardez, au lieu de passer à la salle suivante, je reste bloqué ici. Mais ça ouvre une nouvelle possibilité. Comme la porte ne me fait plus changer de salle, je peux tout simplement sortir des limites de la zone, sans faire de technique particulière. « 24 pas vers la droite, puis 26 vers le bas. Ouais, c'est étrange, mais ça marche. Bien que les niveaux du jeu soient strictement balisés, on voit ici le personnage buter sur les lignes vertes de la carte et ne plus pouvoir avancer. Il y a tout de même une sécurité supplémentaire. Si le joueur se retrouve en dehors de ses limites malgré tout, et qu'il va tout au bout d'une extrémité, il se fait automatiquement téléporter de l'autre côté, créant une sorte de boucle spatiale. Ça évite que le jeu plante et ça laisse le contrôle au joueur au cas où. À la différence de jeux comme Dark Souls, où les out of bounds sont légion, et souvent exploités bien violemment en speedrun. Le runner se sert donc de ce système intelligemment. Plutôt que de remonter jusqu'à la porte comme prévu, il est plus rapide de passer par en bas pour être téléporté en haut et atteindre la porte au plus vite. Un détournement malin d'un garde-fou technique qui permet de grappiller du temps, comme toujours. Super. Ah, elle a bougé direct. Ensuite, place au 5ème boss du jeu, Sniper Wolf. Une bataille de sniper assez simple, tirer avant qu'elle ne le fasse. Soit en la prenant de vitesse, soit en profitant de ses déplacements d'un point à l'autre. Mais viser au sniper est assez compliqué dans le jeu. Le viseur est ultra rigide, lent à bouger et pas très précis. Dès le début du combat, Pazzo met un temps fou à cibler le boss sur la droite, ce qui donne lieu à une double touche. Un tir chacun. Sa visée étant complètement dévissée par l'impact, il déséquipe son arme, remet Snake en place vers le haut et rééquipe l'arme. Ça permet de recentrer le viseur très rapidement. Cette manipulation rapide a un autre avantage dans le combat. Au bout de quelques secondes en mode visée, Snake se met à trembler. Un effet de réalisme qui rend le tir plus difficile et qu'on est censé contrer avec des pilules calmantes. Mais ici, pas besoin. En retirant et remettant le sniper, l'effet n'a pas le temps de se manifester. Du coup, aucune tremblote à gérer. Une visée parfaitement stable, gratuitement. Pour le reste, c'est du pré-shot. Il tire sur la trajectoire anticipée de l'ennemi en mouvement, sans froid obligatoire. D'ailleurs, les mouvements de l'ennemi sont au hasard. Il pensait qu'elle allait continuer à gauche, mais non, elle repart brusquement à droite. Et coup de chance, elle se couche. Lorsque le boss est couché, c'est 2 coups garantis. Un ici, et un autre le temps qu'elle se relève. Le genre d'aléatoire qu'on aime pour ce combat. Et pour finir, un dernier shot en pleine tête,
avec de petits ajustements juste avant de tirer. Un combat tendu, mais solide et maîtrisé, bien joué. Et enfin, un dernier out of bounds pour la route. Quitte à s'en être servi juste avant, pourquoi pas continuer ensuite? Plutôt que de traverser cette zone assez longue en marchant tout du long, jusqu'à la porte au bout devant laquelle on se fait arrêter, il est plus rapide de se mettre en mode invue pour passer en dehors des limites à nouveau, pour aller au bas de la map et se faire téléporter vers le haut. Quand je me mets en vue FPS à mi-chemin, on voit bien la porte à l'autre bout, celle que je veux atteindre. Je me déplace vers le bas. Et voilà, j'y suis. Bien que la caméra n'arrive pas à me suivre, je peux me situer encore une fois grâce à la vue FPS. Je me suis bien téléporté juste devant la porte. Mais pourtant la cinématique ne se lance pas. Et oui, c'est encore le mode invue qui empêche même les cinématiques de démarrer normalement. Si je rééquipe une arme, hop, ça réactive tout. Pazzo équipe donc son sniper juste après le bond dans l'espace, ce qui désactive le mode invue et réactive directement le scénario dans la foulée. Un enchaînement subtil, pas forcément visible au premier coup d'œil. Et oui, chaque pièce est exploitée au maximum pour gratter du temps, comme toujours, on aime. Snake se fait ensuite capturer par l'ennemi, enfermé dans une cellule, sans armes ni équipement. Il faut attendre l'arrivée de l'Otacon, qui vient nous donner à manger. Coucou, c'est moi. Où ça? Notamment une bouteille de ketchup. J'ai pensé que vous auriez faim. En la versant au sol, il peut feindre sa mort et leurrer le garde pour sortir. Intelligent. Sur Twitch, que je peux mettre. Mais en sortant, Pazzo accomplit un des shuffles les plus durs. Éditeur, artiste. Il y en a un, c'est éditeur. Je sais pas à quoi ça sert. Putain, je failli le rater. Lorsqu'on récupère notre équipement ici, le jeu nous impose un petit stop. Snake est automatiquement redirigé derrière la machine ici pour se rhabiller dans une cinématique scriptée. Impossible de l'esquiver, en théorie. Au moment exact où il récupère son équipement, il ajuste finement son stick analogique pour lancer Snake en diagonale vers la porte. Et il shuffle ses armes pour conserver l'élan de sa course, ce qui lui permet de se déplacer pendant la cinématique. On voit d'ailleurs que les bandes noires sont toujours affichées. Mais la manœuvre est bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'angle du stick mal ajusté, et Snake buterait contre le mur ici ou là. Et passé un certain délai, le script reprendrait la main, forçant Snake à retourner vers le coin opposé pour se rhabiller, comme prévu. Hyper long. C'est le shuffle le plus difficile à calibrer de la run, et c'est Pazzo qui me l'a dit, c'est dire. Putain, je failli le rater. La run reprend enfin son rythme, à l'endroit même où elle s'était arrêtée abruptement il y a quelques minutes, après le combat contre Sniper Wolf. Par contre, je l'ai eu du premier coup, le Boba Skip sur mon PB, donc là... Tu as la majorité des droits sauf celui de stream, ok. Ouais, tu peux tout modifier quoi, les VOD, tu peux modifier les bannières de la chaîne, l'image de profil, enfin plein de trucs je pense. Donc ça je pense que c'est pour les gros comptes qui veulent ne rien avoir à gérer, genre le mec veut juste stream, et c'est tous les autres mecs, c'est les éditeurs qui font l'overlay, qui font tout pour lui. Oh, nice. J'ai même réussi à gagner. Avant de vous raconter le skip le plus populaire de la run, une petite optimisation a eu lieu. Dans une partie classique, si on pointe le bout de son nez naïvement sous cette caméra, une petite cinématique se déclenche. Une horde de soldats se met en autre poursuite. Mais on peut la skipper en balançant une grenade juste sous la caméra. L'alerte générale se lance direct, mais la cinématique est tout simplement annulée. On récupère le contrôle tout de suite sans être bloqué. Bon à savoir. Maintenant, laissez-moi vous raconter le skip le plus connu d'internet sur ce jeu, le Boba Skip. Boba, c'est elle. En 2021, elle joue à MGS en partie occasionnelle, tranquillement. Elle découvre ce jeu pour la première fois depuis quelques jours, et s'abuse pas mal. C'est une streameuse touche à tout, qui teste des jeux à l'occasion, mais loin du speedrunning. Elle finit par arriver ici,
devant cette porte de niveau 6, qui s'ouvre en théorie si on a la bonne carte équipée. Mais la porte reste bloquée, glacée par le blizzard de l'autre côté. Le jeu veut en fait qu'on continue de monter cette pyramide sans fin, puis qu'on redescende à la corde tout là-haut. Une séquence plutôt longue, où il faut esquiver des balles d'un hélicoptère enragé et jongler avec les commandes pendant de longues minutes. Tout ça pour se retrouver de l'autre côté de la fameuse porte, tout en bas. Mais dans la partie de Boba, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Regardez. I'm dying. Okay, let's do what the game wants us to do, which it wants us to try that one door that we get to. Let me in. Oh, I don't even remember my shit. What? Help me? Help. Help? What happened? Hello? What? Are you fucking with me right now? Are you This is a bug? I am living the best life ever because I beat the video game. I am living the best life ever because I am out of the stairwell of shame. Après ce moment surréaliste, Boba poste sa trouvaille sur Twitter. Et là c'est le buzz. La communauté du speedrun sur MGS est choquée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment Snake a pu traverser cette porte comme ça? C'est reproductible? C'est un coup de chance ou est-ce qu'il y a un setup? Un skip qui pourrait faire économiser plus de 3 minutes, c'est énorme. Du coup les runners se ruent sur le jeu. I got it! I fucking got it! We did it, yes! Serveur Discord en feu, article de presse en pagaille, tout le monde veut comprendre. Et finalement, l'explication est la suivante. Bien qu'inaccessible, le trigger de cette porte est actif. Sans doute un oubli, mais qui va porter chance ici. Ce dernier se trouve très proche de la porte, là où d'autres se trouvent généralement plus en amont, pour éviter ce qui va suivre. Boba s'est fait tirer dessus au bon moment, ce qui a projeté Snake juste assez loin pour toucher le trigger de l'autre côté. Résultat, ça skip complètement toute la séquence, qui nous force à aller en haut et redescendre à la corde, pour se retrouver directement ici. What? Are you... Mais le plus incroyable, c'est la chance inouïe qu'il a fallu pour qu'elle découvre un tel skip. Le setup réalisé dans la run est donc le suivant. Se coller à l'extrême gauche de la porte pour avoir la bonne position. Position minutieuse que Boba réalise par hasard dans la panique en cherchant sa carte dans les menus. Il faut que Snake ait une inclinaison au pixel près qu'on obtient en passant en vue FPS et en alignant la pancarte d'alerte en haut avec cette ligne sur le mur. Encore du repérage visuel. Inclinaison parfaite que Boba a chopée en se tournant frénétiquement. Dans la panique toujours. Pazzo dégoupille ensuite une grenade. Pour avoir le léger décalage en arrière qu'il faut pour coller la porte au plus possible. Décalage que Boba obtient en ayant tiré au pistolet par réflexe. Et en le rechargeant derrière. Assez comique. Il faut que ce garde soit en position de tir sans bouger pendant une seconde pour pouvoir tirer ensuite. Et enfin, la cerise sur le gâteau, il faut réussir un pile ou face. Quand Snake prend des dégâts, il y a deux animations possibles. Une où il encaisse mais reste sur place, et une autre où il est projeté un peu plus loin. 50% de chance que l'une ou l'autre se produise. Et vous l'aurez deviné, Boba a eu la deuxième, celle qu'il fallait. What? Help me? Et donc oui, elle a eu tout ça par hasard, sans faire exprès. Un setup qui demande précision, vitesse et chance. Mais quand ça passe, le runner est content. Nice. Et cette découverte, elle a tellement buzzé qu'Hideo Kojima lui-même, le papa de MGS, a retweeté l'extrait. C'est fou, non? C'est dire l'impact de ce skip insolite. Et aujourd'hui, son pseudo est gravé dans l'histoire du speedrun sur MGS, le Boba Skip. Magique. La run reprend un peu plus loin, le runner ayant gravi un nouvel escalier sans fin pour se retrouver face au prochain boss. Except for Ocelot. Alors, le serpent est enfin sorti de son trou. Tu es prêt, mon frère? Pourquoi tu m'appelles ton frère, hein? Qui es-tu? Je suis toi. Je suis ton ombre. Quoi? Demande au père que tu as tué.
vas le rejoindre en enfer. J'avais gagné du temps. Là j'en ai reperdu. Super. Thanks, James. That was a shitty fight. Le Minimal Install emmène une vague de nouveaux bugs, je trouve. Oui, alors... Ça m'avait amené 2 bugs. Le fameux bug avant le hide, là, que j'ai toujours. Et l'autre bug que ça m'a amené mais que j'ai réussi à enlever. Allez, vole! Nom d'un chien! On se retrouvera en enfer liquide. La crémation est donc un problème réglé. Je perds du temps. Je pouvais gagner 10 secondes et j'ai perdu du temps, ça me saoule. L'autre bug que ça m'a emmené et que j'ai réussi à enlever, c'est le bug de... Quand tu rentres dans le nuke building pour la première fois, le codec que tu peux pas skip pendant au moins 5 ou 6 secondes. Ça me le faisait. "52 is dead." Even with a bad move too, I would say. Ah, moi ça m'arrive pas avant. 2 prouesses à la suite qui valent franchement le coup, mais avant, il y a eu le combat contre l'hélico. Ce combat n'est pas très difficile mais laisse peu de place à l'erreur. Il faut grignoter la barre de vie d'hélico avec le Stinger, un lance-roquette à tête chercheuse. On cible le boss, représenté par ces carrés, et une fois le verrouillage auto-enclenché, on tire, et le missile suit automatiquement la cible. Mais voilà, ce verrouillage met trop de temps. Compliqué en speedrun. Pazzo va opter pour une solution plus risquée, mais plus rapide. Il envoie ses missiles sans verrouiller la cible, en visant là où il pense que l'hélicoptère va se trouver, par anticipation si on veut. Et ça marche plutôt bien. On le voit encore mieux sur le tir suivant. Regardez comment la visée semble complètement décalée et pourtant... C'est pas toujours aussi précis malheureusement. Comme ici où il anticipe mal la trajectoire d'hélico et là le tir rate. Il est forcé d'aller chercher des munitions pour finir cette première partie du combat. Dommage. La dernière phase d'ailleurs consiste à enchaîner les tirs sans verrouillage toujours et le plus vite possible. Quand l'ennemi est touché, il clignote. Signe qu'il est invincible temporairement.
Il faut donc maintenir la visée avec précision, toujours en anticipation, et tirer pour que le missile arrive pile au moment où les frames d'invincibilité s'arrêtent. On voit bien les carrés sur l'hélicoptère et apparaître juste avant l'impact. Tous ces coups à la suite maintiennent l'hélico dans cette zone. Mais si on rate, il peut basculer dans cette phase hyper longue dans laquelle il se cache sous la carte. Et ça peut durer de longues secondes avant qu'il réapparaisse. Ce qui serait catastrophique pour la run. Donc il faut bien ajuster et enchaîner les tirs comme il faut. Un récital plutôt bien mené, qui signe la défaite du 6ème boss de la run. Pendant qu'on était occupé contre l'hélico en haut, notre ami Otacon a réactivé l'ascenseur principal qui semblait mal fonctionner. Snake, l'ascenseur marche. Tu l'as réparé? Non, c'est drôlement bizarre. Un truc louche s'y passe quand on y rentre, mais pas le choix. C'est le chemin à suivre pour continuer l'aventure. Snake, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Et c'est là qu'il nous alerte du danger. Attention, Snake! Les types qui ont volé les camouflages sont là avec vous! Trop tard, Snake, tu vas mourir! S'ensuit une longue bataille pendant la longue descente jusqu'à l'étage, tout en bas. Une fois arrivé, on traverse ce long couloir jusqu'à la porte qui mène au prochain boss. Mais ici, plutôt que de prendre l'ascenseur, Pazzo active à nouveau le mode invue et fonce directement vers la porte finale. Parce que oui, même si on a l'impression de changer complètement d'étage en empruntant le mont de charge, la salle du dessous était en réalité déjà chargée, pas très loin de nous. Il se balade donc tranquillement en out of bounds, fait un saut de l'ange dans le vide et se retrouve directement tout en bas, dans le trigger de la porte vers le prochain boss, qu'il réactive en 2 secondes pour passer. Toute la séquence est skippée sans prendre l'ascenseur. Un sacré raccourci pour un gain de temps conséquent. Et ouais, je vous l'avais dit, ce bug du sniper retourne complètement la run. Et enfin, juste avant le prochain combat, une dernière optimisation que j'aime beaucoup. En arrivant dans ce champ de neige, terrain de la seconde confrontation contre Sniper Wolf, on est censé se faire tirer dessus en s'avançant. Ça fait pas de dégâts, c'est juste pour le scénario, mais c'est en prévision du combat qui arrive. Mais dans la run, Snake ne se fait pas toucher, rien. Ah, moi ça m'arrive pas. Cette zone contient en réalité un trigger invisible. Si on le touche, l'animation de la balle se déclenche. Mais Pazzo va tromper ce trigger avec une astuce particulière. Quand on passe en vue à la première personne, on peut appuyer sur L1 ou R1 pour se pencher légèrement à gauche ou à droite. Un simple décalage de caméra nous permettant de mieux voir, mais qui, en coulisses, déplace légèrement la position réelle de Snake. Le runner va abuser de cette particularité ici. Il s'arrête pile devant le trigger, sans le toucher, légèrement en biais. Il passe ensuite en vue à la première personne, et appuie brièvement sur L1 pour toucher le trigger par décalage. Mais il relâche L1 immédiatement pour que Snake revienne à sa place, comme s'il n'était jamais allé finalement. Du coup, l'animation du tir se lance, mais Snake n'est plus dans la zone. La balle rate, et ce dernier réapparaît simplement, comme si de rien n'était. Stylé, non? Une esquive de balle scénarisée, annulée par une manip brillante, pour un gain de quelques secondes. Très sympa. Ah, moi ça m'arrive pas. Maintenant, le combat peut commencer. C'est parce que t'as mis le one core ou pas? Oh, comment je la touche là? Incroyable ce shoot. Oh, incroyable, la RNG de ouf. Allez. Allez, va derrière l'arbre. Oui, oui, incroyable. Pourquoi? Je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fusil. Donne-le-moi. C'est une partie de moi.
Au revoir. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snake! Pourquoi est-ce qu'elle se battait? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. Oui, incroyable. Allez, let's go. Incroyable. Pazzo est content, et à juste titre. Ce combat s'est très bien passé. Les règles sont simples. Tirer au sniper quand elle est en mouvement, comme la fois d'avant. Et lui envoyer un missile Stinger quand elle se planque derrière un arbre. Ça lui inflige des dégâts, et ça la déloge bien plus vite, plutôt que d'attendre au sniper. Un combat qui peut s'enchaîner rapidement donc, à condition de connaître tous ses déplacements possibles, car le boss reste imprévisible. Dès le début, Pazzo équipe le Stinger. Malgré la pénombre, il repère Wolf, statique, pas derrière un arbre. Conclusion immédiate, elle est accroupie en train de viser. La fenêtre pour armer, viser et tirer est très courte, mais il arrive à tirer in extremis, arrachant une double touche. Bien joué. Comment je la touche là? Incroyable ce shoot. Alors oui, juste après, il fait une erreur. Il envoie un missile un poil trop tôt, pendant qu'elle court se mettre à couvert, mais l'anticipation est mauvaise. Vu qu'elle est toujours en mouvement, au lieu de taper l'arbre, le missile tape derrière au loin. Dommage. Mais ensuite, il déroule. Un missile, un pré-shot, encore un autre, et là, gros coup de chance, elle fait demi-tour. Oh, incroyable, Iron ouf, allez. C'est une aubaine, car si elle avait poursuivi ici sur la droite, elle serait passée derrière cette hutte enneigée. C'est une zone morte, intouchable pendant quelques secondes. Et le pire, elle peut parfois y faire des allers-retours en boucle pendant un très long moment, ça s'est déjà vu. Mais là non, elle se détourne, ce qui la fait rester dans cette zone à gauche. Le runner peut donc la finir tranquillement. Pour le dernier coup, il utilise un missile, pour être libre de ses mouvements juste avant l'impact. Il shuffle ses armes en avançant pour toucher le trigger qui active la suite. Car dans ma partie, si je fais pareil, le jeu me stoppe net pour assister à la cinématique où Snake reprend des forces. Et ensuite je peux aller toucher le trigger pour la suite. Un gain de temps de plusieurs secondes en fin de combat grâce à une strat intelligente de plus. Oui, incroyable. Allez, let's go. On arrive dans la dernière partie de la run, direction le Metal Gear. Incroyable. Ça doit faire au moins 2 ans que j'ai pas gold sur Wolf 2. Je sais même plus comment je peux gold là, c'est impossible. Ah, ici. Merde. Fuck. Ah, man. C'est pas grave.
Pas mal d'abus permettent d'entamer cette partie du jeu sereinement. Plutôt qu'emprunter le chemin prévu, passer à gauche, naviguer sur une plateforme risquée, redescendre, puis emprunter cette porte, Pazzo active encore le mode invue et atteint la même sortie, mais sans danger. En fait, la particularité de ce bug est celle-ci. Le jeu, croyant qu'on est en train de s'équiper du sniper, il part donc du principe que notre position n'a pas bougé, qu'on est toujours ici quoi. Si j'active ce mode en dehors de cette salle, le jeu croyant qu'on est toujours à l'extérieur, la salle se retrouve mal chargée, regardez. Je peux passer à travers les textures, ici. Ou là par exemple. Je peux donc traverser comme ça, comme le runner, et progresser tranquillement jusqu'à la porte. C'est comme ça qu'il a fait. D'ailleurs, on remarque qu'il fait un aller-retour juste après, et c'est pas une erreur. C'est l'affaire au moins de 2 ans. C'est parce que la salle suivante contient un ascenseur qui met un temps fou à venir. En quittant brièvement la pièce pour y revenir aussitôt, le jeu déclenche le script en avance. Du coup, quand Pazzo revient, l'ascenseur est déjà là. Une petite optimisation bien sentie, qui évite une attente. Cette descente en ascenseur ne s'est d'ailleurs pas très bien passée. Il faut se débarrasser des 3 soldats au plus vite. On peut les tuer, c'est lent. Les jeter manuellement, un peu moins. Ou mieux, on peut placer un C4 à nos pieds à la première frame possible, passer en mode invue en équipant le Stinger, viser au plus vite les 2 autres, et déclencher le C4 en même temps, pour éjecter tout le monde quasi simultanément. Une exécution synchronisée et rapide. Bon dommage, le missile a raté ici. Le runner est obligé d'aller chercher manuellement et le jeter. Mais quand ça marche, l'efficacité de la manœuvre fait plaisir. Vient ensuite Raven, une promenade de santé. En théorie, c'est un boss plutôt solide. Faut sortir de son champ de vision, le frapper à distance. Et surtout gérer ses déplacements sans se faire coincer. Mais comme toujours depuis quelques temps, le mode invue va avoir raison de lui. Pazzo se place simplement devant et enchaîne les grenades. De façon suffisamment éloignée quand même, pour laisser les frames d'invincibilité s'en aller. Mais oui, la difficulté de base du jeu a pris un sacré coup. Maintenant, direction la salle des opérations pour désactiver le lancement d'une ogive nucléaire que les terroristes s'apprêtent à installer sur cette machine monumentale, le Metal Gear. Le sort du monde repose sur cette clé. Qui va là? Merde. La clé est tombée dans la canalisation. Snake! C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir. Snake, tu dois récupérer cette clé.
ready for Palette 7 because you know that's what happens when I'm on a PB base. You can write exclamation Valky to get the info. La carte a été récupérée, et l'histoire de cette dernière est vraiment intéressante. Mais avant, il y a eu une petite erreur dommageable. Même si la perte de temps n'est pas significative, c'est typiquement le genre d'erreur que tout runner préfère éviter. En s'attendant à cet appel codec obligatoire, qu'il aurait fermé dans la foulée, il appuie sur le bouton une frame trop tôt, ouvrant donc le codec pour rien. Il faut le fermer en vitesse et le réouvrir juste derrière. Une erreur jugée importante dans le sens où c'est une perte de temps sèche, à cause d'un micro-timing manqué. En même temps, après 35 minutes de run intense, ça fait partie des aléas. Mais Pazzo ne se relâche pas malgré tout. Il continue à gratter chaque milliseconde avec une petite esquive. Si on sort naïvement en longeant le mur ici, le soldat nous touche à coup sûr. Mais avec une légère bifurcation au bon moment, la rafale rate complètement. Ça fait partie de ces nombreuses micro-esquives disséminées tout au long de la run. Et même si prendre un seul coup ne coûte qu'une fraction de seconde, additionner, ces optimisations rapportent gros. Et c'est pour ça que je les affectionne d'ailleurs. Vient ensuite la récupération de la carte tombée plus haut. La clé est tombée dans la canalisation. Cette carte peut atterrir à 7 emplacements différents dans le caniveau, un peu plus bas. L'idée, c'est donc de suivre un ordre de vérification optimisé, en espérant tomber sur la carte le plus tôt possible. Mais il y a un piège. À certains emplacements, au lieu de la carte, c'est une bombe qu'on trouve. Un cadeau mortel qu'on doit se débarrasser en moins de 15 secondes, sinon c'est game over. Dans la run, Pazzo tombe sur la bombe à l'emplacement 5. Et la carte à l'emplacement 3. Il est donc forcé de jeter l'objet piégé, ce qui fait perdre un peu de temps. Mais globalement, la carte n'était pas trop loin derrière, donc ça reste un bon scénario. Et quand je dis emplacement 3 ou emplacement 5, c'est pas au hasard. La communauté a établi une cartographie complète de cette séquence. Regardez ça, ils ont listé chaque position possible de la carte, le temps estimé pour y accéder, et la probabilité que la bombe ou la carte apparaisse en premier, etc. La position de départ étant ici, l'emplacement 6 est le plus proche. Mais si vous avez la malchance d'avoir l'emplacement 7, 30 secondes de perdu à fouiller tout le caniveau pour rien, un vrai run killer potentiel. Mais maintenant qu'on a dit ça, certains se souviennent peut-être d'autre chose, un scénario différent par rapport à cette carte. Dans ma partie, la carte n'est pas dans le caniveau directement, c'est un rat qui l'a avalé. Là c'est une vraie galère. Les positions de départ du rat sont aléatoires, si on lui tire dessus et qu'on le rate, il s'enfuit. Pour réapparaître ailleurs, encore au hasard, faut donc le traquer, le tuer comme il faut et récupérer l'objet convoité. Évidemment, ce scénario serait ridicule à avoir en speedrun. Mais fait intéressant, dans toutes les runs que j'ai vues, c'est toujours le premier scénario qui se passe, celui avec la carte dans l'eau direct. En fait, à ce stade de la partie, les développeurs du jeu ont prévu ces deux scénarios distincts. Selon une statistique, notre nombre d'alertes déclenchées tout au long de la partie. Si le joueur a été bon, discret, s'est fait repérer moins de 11 fois, alors le jeu lui attribue le scénario du rat, plus difficile et plus long. Mais si le joueur s'est fait repérer souvent, c'est qu'il a plus de mal, donc le jeu le place dans le scénario facile, avec la carte directement dans le caniveau. Alors vous l'avez pour certains, souvenez-vous, au tout début de la run, le runner a volontairement déclenché des alertes pendant qu'il attendait l'ascenseur. Simplement pour gonfler cette stat, pour forcer le jeu plus tard à lui attribuer le scénario le plus court. C'est une stratégie pensée dès le départ de la partie pour manipuler un système que les développeurs ont voulu invisible. Et je vous l'avais dit, tout finit par payer. Et là, c'est magistral. La carte en main, le runner retourne plus haut pour l'insérer.
Code PAL numéro 1 confirmé. En attente du code PAL numéro 2. Ok, le numéro 1, c'est réglé. Bon, numéro 2, congeler la clé. S'ensuit un aller-retour pour congeler la clé, en allant dans un endroit froid pour l'insérer dans le second moniteur. Puis un autre dans un endroit chaud pour l'insérer dans le dernier. C'est ici qu'on reprend. Code PAL numéro 3 confirmé. Saisie du code PAL terminée. Code de mise à feu activé. Non, pourquoi? Missile prêt au lancement. J'ai désamorcé. Oh Snake, tu es le seul qui ne sache rien, imbécile. Mais qui êtes-vous à la fin? Oh, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Si tu viens jusqu'à moi, bien sûr. Où êtes-vous? Juste à côté. Snake, ce n'est pas Maître Miller. Bien trop tard, mon cher Campbell. On vient de découvrir le corps de Miller à son domicile. Il est mort depuis au moins 3 jours. Je ne comprenais pas pourquoi ma communication par codec avec Maître Miller était coupée, mais Mailing m'a appris que le signal provenait de la base. Alors, c'est qui? Snake, tu es en train de parler à moi, mon très cher frère. Liquide. Mais comment? Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux mourir. I can save between 15 and 20 seconds if I need to. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin. Même pour toi. Snake, en garde! Meryl. Meryl. Avant le bouquet final, retour sur les derniers combats de boss. Comme l'hélicoptère plus tôt, le Metal Gear est expédié rapidement au Stinger. Même pas besoin de lock, il suffit de viser en avance, sur le canon à rampe pendant la première phase, puis en plein dans la gueule du loup pour la deuxième.
Un récital simple que le runner exécute sereinement, avec des pré-shots bien placés. Et au passage, on remarque qu'il active le mode invue dès le début, histoire de pas être dérangé pendant la fight. Facile. Puis vient le combat à main nue, très précis, même si on dirait pas. Au lieu d'un combat épique, avec du suspense et des répliques de fou, Pazzo va enchaîner les coups de manière rigoureuse pour ne laisser aucune place au hasard. L'idée est simple, mettre le boss dans une boucle dont il ne peut plus sortir en le frappant en continu. Chaque pression sur rond déclenche un coup. Le jeu propose 3 coups différents dans l'ordre, punch, punch, kick. On peut interrompre le combo à tout moment, ce qui permet de faire juste punch ou punch punch sans enchaîner sur le kick. Et c'est justement ce combo à 2 coups qui nous intéresse. Parce que si on déclenche le 3e coup, le kick, le boss sort de la boucle et le combat redevient normal, et c'est pas ce qu'on veut. Il faut donc exécuter des séries de punch-punch avec une pause à chaque fois, pour maintenir le boss bloqué. Pazzo commence par manipuler le déplacement de l'IA. Il s'avance rapidement au début, puis descend légèrement pour contourner le boss. Dans cette position, l'IA va automatiquement se rediriger vers la voie libre, le bord droit. Le piège est en place, il faut vite commencer les enchaînements, car si on est en retard, le boss s'enfuit. Même si on le touche in extremis, ça fait un angle bizarre qui mènera forcément à sa libération. Dès qu'on est au bon timing donc, Pazzo enchaîne les punchs avec des pauses précises, pour être sûr de bien le suivre jusqu'au coin. Car s'il tape trop rapidement, ça crée un éloignement, qui mènera aussi à un échec, c'est très précis. Une fois que le boss est bloqué contre le bord, on peut accélérer, enchaîner plus vite jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un pixel de vie. Et là, on peut lâcher le kick final, celui du punch-punch kick, pour l'éjecter du bord. Il tombe et c'est fini. Si on avait déclenché un kick sans faire exprès plus tôt, alors qu'il lui reste encore un peu de vie, il serait remonté et le combat aurait continué. Le timing du dernier combo est donc parfaitement calibré. Un des combats les plus exigeants techniquement, ultra maîtrisé, rien à dire. Dépêche-toi! Reste l'échappée finale, dernière ligne droite, on y va. Je prends le volant. Oh, une caméra de surveillance. Let's hope I have a good RNG there, because I lost time here because of the RNG. Un antagoniste tenace revient à la charge, mais avant sa défaite, voyons les dernières optimisations de cette run. Le temps qu'Otacon arrive et démarre le véhicule, Pazzo se place directement sur le trigger qui lui permettra de monter à bord sans délai. Au moment où Otacon passe devant la voiture, ici, c'est le signal. Il part neutraliser le soldat à droite, qui aurait pu être problématique s'il avait simplement attendu. Une fois dans le véhicule, il tire sur les barils explosifs au plus vite pour dégager la voie et permettre à son collègue d'avancer vers la suite. Il passe ensuite en vue à la première personne pour préparer minutieusement sa mitrailleuse, comme ceci. Pour faire coïncider parfaitement la trajectoire du tir avec le tonneau explosif. Au moment précis où la voiture dérape, un bel enchaînement. Puis il enchaîne à gauche, et à la fin, il tire sur ce petit repère noir au mur,
Un geste anodin mais important pour la suite. Comme plus tôt, ce repère servait en fait de calibrage pour retomber pile sur ce soldat à gauche. Il enchaîne ensuite sur celui de droite, puis du milieu. C'est pas au hasard non plus. S'il avait suivi l'ordre logique, en faisant gauche, milieu, droite, il aurait encaissé plus de tirs. Cibler en priorité les ennemis les plus agressifs, c'est un choix réfléchi, toujours aussi malin. Et enfin, la bataille finale, qu'on va couvrir en direct. Il faut toucher Liquid 15 fois pour terminer le jeu ici. Son compteur de vie est d'ailleurs visible à l'écran. Mais regardez bien la façon dont tire le runner. Il vise dans le vide, puis rabat rapidement son viseur sur la cible au dernier moment. Pourquoi ? Parce que si on le vise directement, il est programmé pour esquiver automatiquement. Il se baisse comme ça. La technique, c'est donc de tirer d'abord, puis corriger la visée en cours de rafale, et enchaîner comme ça. Un tir fait mouche, on attend que les frames d'invincibilité s'enlèvent, et on recommence, comme un rythme. Ah là, magnifique, un tir frame perfect. Au moment où le boss fonce pour frapper la voiture, il est vulnérable une seule frame, juste avant que le choc projette Snake en arrière. Ici, et Pazzo time parfaitement son tir. Un coup gratuit qui fait plaisir, car sinon, comme juste après, même situation mais le tir rate. Il doit attendre de se redresser pour retirer à nouveau. Les dernières rafales sont parfaites, on se retrouve dans un instant pour la conclusion et le dénouement final. Not perfect escape, but very good. Yes, yes, yes. Est-ce que ça va? Je crois, oui. Otacon, tu peux bouger? C'est inutile. Je peux pas bouger. Qu'est-il arrivé à Liquid? Je sais pas, mais j'espère qu'il est mort. Liquid est mort. Bon sang. Snake! Mais s'il meurt, ça veut dire... N'y pense pas, Snake. Et le bombardement? Pas d'avion furtif en vue. Yes. Putain. Yes. Let's fucking go, baby. The first ever 53. And it's a huge one,
53-32. Man, let's fucking go. On est donc sur un record du monde de 53 minutes et 32 secondes. Un record net, avec 2 minutes d'avance sur le second derrière. Et pourtant, la run est loin d'être parfaite. Quelques erreurs à corriger. Oh le bâtard. Oh putain. Un peu plus de chance ça et là. Et qui sait, passer sous la barre des 53 minutes devient une vraie possibilité. Je garde un œil sur la scène si jamais ça bouge en tout cas. Et voilà, c'était la run All Bosses de Il Pazzo sur Metal Gear Solid. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré faire cette vidéo. Elle m'a pris un temps fou certes, mais je suis content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. J'y dis tout et j'essaye de répondre à tout le monde. La barre des 6000 abonnés atteinte. Franchement, c'est une consécration pour moi. J'ai qu'une envie, continuer à faire du contenu, en essayant de garder la qualité au top. Un grand merci à Pazzo pour son aide précieuse, et à un certain bienfaiteur de l'ombre qui se reconnaîtra, qui m'a fait un petit programme maison pour les plans de caméra stylés dans la vidéo. Plutôt cool, non? Et surtout, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Passez sur le Discord à l'occasion, on y papote souvent avec toute la commu à la loupe. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on se revoit bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!